Et venons-en aux questions de gouvernance. Chez Charles-Henri Dovini, qui est avec nous en plateau, je le rappelle, le président de la F2IC, Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Bonjour Charles-Henri. Bonjour. On vous retrouve une fois par mois. Le sujet qui vous amène aujourd'hui, c'est donc celui de la gouvernance dans les sociétés cotées, la relation entre cette question de gouvernance et l'actionnariat au sens large. Et même, vous avez choisi de vous focaliser sur les sociétés cotées où l'État est actionnaire. C'est-à-dire la question de la gouvernance dans les entreprises qui ont l'État comme actionnaire. Non, oui, c'est un sujet large, mais on a eu 3 exemples au mois de janvier où l'État s'est mêlé de gouvernance. Bon, alors le premier sujet, c'était EDF. Bon, alors après, c'est pas que de la gouvernance, mais c'est aussi un acte fort pour dire, bon ben voilà, maintenant, moi, État, qui suis actionnaire à 83% d'EDF, je demande à ce que vous bloquiez l'augmentation des prix à 4%, alors que normalement, on devrait être autour de 40% d'augmentation des prix, et je demande à EDF de vendre moins cher l'électricité qu'il produit à ses concurrents. Je ne vais pas revenir dessus sur le sujet. Ce qui fait que c'est une société... Ça a perdu 20% le jour J. Enfin, voilà, le titre s'est effondré. Le titre s'est effondré. Les actionnaires salariés sont effondrés aussi. Les actionnaires sont effondrés parce que tout d'un coup, on prend une décision. L'État agit en politique. Ensuite, vous avez eu la succession de Stéphane Richard. Bon, il était condamné. Je ne vais pas revenir dessus. Je ne suis pas là pour commenter les décisions de justice. Stéphane Richard doit quitter la direction générale d'Orange. Il y a un comité ad hoc, comme dans toute société cotée, qui se met en place pour essayer de trouver un successeur. On mandate un cabinet de chasseurs de tête. Voilà. Ce cabinet propose un certain nombre de noms et le comité les audite, les entend et choisit une personne. Ce n'est pas celle qui a été choisie. Ouais. Le gouvernement a décidé de nommer Madame Heinemann. Peut-être, je ne la connais pas, elle a un parcours très merveilleux dans l'industrie, elle a un très beau parcours, mais est-ce que c'est la bonne personne ou pas? En tous les cas, le comité, membre du conseil d'administration, ne l'avait pas choisi, ne l'avait pas mis en premier, mais le gouvernement a décidé que ça serait elle. Et alors que le gouvernement, l'État français, n'a que 23% du capital, si j'intègre la participation de la BPI. Bon. Normalement, le conseil d'administration est là pour représenter l'ensemble des actionnaires et pas uniquement un seul actionnaire. Ensuite, vous avez aussi le cas de Soitec. Soitec, bien sûr. Au mois de janvier, on décide de... Là aussi, c'est BPI qui est actionnaire, hein, c'est ça. C'est la BPI qui est actionnaire, oui, mais c'est l'État à un moment ou à un autre qui était bien sûr, derrière. Bien sûr, oui. Et là, on décide de virer, ou ne pas renouveler, de proposer le renouvellement du DG. Là, le cours de bourse, il a pris moins 25. Ouais. Hein, donc, c'est important. Ouais. Donc, je pense que l'État a un rôle à jouer, mais n'a pas forcément à aller dans la gouvernance des entreprises. Au sens ça, il le fait, mais en toute transparence et avec l'assentiment des autres. Et il y a un vote avec les autres actionnaires, parce que, je reviens sur le sujet Soitec, il n'y a que l'État qui voulait le virer. Tous les autres, il y avait un comité exécutif qui sont défiés. Au sein du conseil d'administration d'Orange, il y a eu une petite fronde aussi. Tout le monde est rentré dans l'ordre. Mais donc, je mets EDF à part, parce que l'État est tellement majoritaire chez EDF que, bon, on peut se poser la question de savoir si EDF doit être une entreprise cotée ou pas. Mais chez les autres, vous dites... C'est un vrai sujet. Bien, complètement. Mais vous dites, chez les autres, l'influence de l'État va bien au-delà du poids de sa participation en tant qu'actionnaire, d'une certaine manière. Comment on peut rééquilibrer les choses du point de vue, justement, de la gouvernance, de la gestion de l'actionnariat au sens large, et pas uniquement de la participation de l'État? C'est que l'État devienne transparent et responsable. Et quand on parle de critères ESG, l'Europe vient de mettre en place la taxonomie ESG, on a tous entendu parler d'environnement social, mais rarement de gouvernance. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai sujet sur la gouvernance des sociétés. Et on a aussi d'autres exemples où la gouvernance se grippe dans des sociétés où l'État n'est pas actionnaire. Et les actionnaires n'ont pas forcément beaucoup de choses à dire. On l'a vu, le cas Lagardère, maintenant c'est réglé, mais pendant des décennies, pendant 18 ans, Lagardère était en commandite et ça posait un vrai problème. On a un problème chez GTT aussi, puisque là, le patron vient de limoger l'ensemble du COMEX sans que le conseil d'administration soit saisi.
Donc, il y a un vrai... je pense que la gouvernance doit devenir quelque chose qui doit préoccuper les conseils d'administration et les managers. Ouais. Et qu'on doit véritablement rentrer dans un dialogue permanent et que les actionnaires soient aussi partie prenante de cette gouvernance. Et c'est pour ça que, et je m'en félicite, on retourne aux AG présentiels. Ouais. C'est vrai. C'était un vrai Ce sera la grande nouveauté de 2022. C'est un de nos sujets depuis 2 ans où je me bats pour qu'à un moment ou à un autre, les AG redeviennent présentiels, ou en tous les cas, il y ait une vraie interaction entre les actionnaires et les managers. Ouais. Alors, on ne va pas jusqu'au bout. Sur les AG, malheureusement, on ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'elles sont en présentiel. Il y aura aussi des webcasts, des retransmissions sur Internet, mais il n'y aura pas d'interaction avec ceux qui sont à l'extérieur. Ah oui. Je trouve ça dommage, alors que dans d'autres pays européens, on peut le faire, mais là, en France, on ne peut toujours pas le faire. Après, il y a un autre sujet aussi, c'est quand même les droits de vote. Oui. Oui. Les droits de vote, en France, avec la loi Florange, il faut que l'Assemblée générale accepte à 75% que certains actionnaires puissent émettre des droits de vote doubles. Au départ, on est un peu opposés, c'était une poison pill, parce qu'une action, une voix. Maintenant, pour attirer la bourse, en bourse des nouvelles structures, des licornes, bien comme sûr, on dit, bien sûr. On dit il faut... on veut verrouiller le capital quand on est fondateur. Quoi. Voilà, on veut verrouiller le capital quand on est fondateur, et donc on va avoir des droits de vote multiples. Amsterdam, je crois qu'on peut multiplier par 1000. Ah oui. Certains droits de vote. Oui. Ah oui. C'est plus double alors, oui. Donc là, vous n'avez plus le pouvoir. Ouais. Donc il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir 5% du capital et qui va avoir tout le pouvoir. Alors franchement, quand ça se passe bien et que le cours de l'action se monte et que la boîte fonctionne bien, tout le monde est très content. Il suffit de toucher son dividende, sa plus-value. Mais quand ça ne va pas bien... Quand il y a un souci, le dialogue devient impossible. Et le dialogue devient impossible, parce qu'on l'a vu chez Lagardère en commandite. Ouais. Si vous avez un problème avec une société en commandite chez Michelin, comment ça se passe? Comment on en sort? Et donc il faut trouver des voies de sortie. Parce que sans ça, on va totalement bloquer le système. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer concrètement, là, quand on est président de la F2IC, justement, Charles-Henri? C'est quoi les voies de sortie, les conditions ou les barrières à mettre, les garde-fous à mettre, justement? Alors là, franchement, moi, je n'ai pas forcément réfléchi, parce que je ne suis pas juriste. Je veux juste alerter sur ce point, pour vous dire qu'à un moment ou à un autre, il faut mettre des garde-fous. Et je pense que en bonne intelligence, les gens vont peut-être en trouver, je l'espère, parce qu'il faut aussi, d'un autre côté, que la bourse de Paris, en tous les cas la place financière de Paris, soit attractive. Bien sûr. Mais il faut mettre des garde-fous. Et quand on regarde ce qui se passe en Angleterre et dans d'autres places financières, où ils sont prêts à ouvrir les droits de vote multiples à toute autre entreprise, nous, il faut peut-être falloir suivre le mouvement, mais il faut mettre des garde-fous, puisque l'expérience montre que quand on a un souci de gouvernance, la boîte décline, et ensuite, c'est de la perte de valeur pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les clients, les fournisseurs, les salariés, et au final, les actionnaires. Donc, vigilance, vous dites quand même, quand vous êtes actionnaire individuel, effectivement, regardez où vous mettez les pieds quand vous investissez dans une entreprise, qui est actionnaire. Bon, l'État, généralement, ça se sait, quand l'État est actionnaire. Non, mais regardez la gouvernance. Voilà, la gouvernance, comment ça les se droits passe, de vote, etc. Et comment le conseil d'administration administre, et quelles sont les relations du conseil d'administration avec la direction générale, avec le président. Parce qu'à ce moment-là, si c'est fluide et qu'ils sont tous alignés, tant mieux. Mais s'il commence à y avoir des discussions et quelques conflits, là, on va au-devant de graves problèmes. Et alors, si, en plus, la structure de l'entreprise fait que ça bloque, là, on part dans une galère. Et c'est très intéressant, parce que les dernières grandes controverses majeures... souvent ont été précédés par des sujets de gouvernance, et certains analystes ESG ont pu parfois être alertés par des signaux faibles venant de la gouvernance. Ça a été le cas chez Volkswagen avant l'éclatement du Dieselgate, chez Orpea également. Moi, j'ai des analystes et investisseurs ESG qui sont venus me dire, sur des sujets de gouvernance, on a vendu le titre avant même la controverse et avant même la sortie du livre, etc. Point de vigilance majeur, effectivement, pour les investisseurs, quels qu'ils soient, et les investisseurs
investisseurs individuels, en l'occurrence, que vous représentez. Merci beaucoup, Charles-Henri. Charles-Henri Dovigny qui était avec nous. Chaque deuxième vendredi du mois, le rendez-vous avec la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement dans Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart.